suis sophrologue et dans mes carnets de cheminement, je vous invite à découvrir le parcours de personnes inspirantes, de personnes qui ont vécu des choses parfois très difficiles et qui en ont fait quelque chose de positif. Et pour cela, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elisabeth. Alors, Elisabeth, est-ce que tu pourrais te décrire, s'il te plaît, pour qu'on puisse te connaître et savoir qui tu es? Je suis Elisabeth Pereira, je suis sophrologue et hypnothérapeute sur la commune de Louplande, près du Mans, pas très loin. Je suis une maman de 2 enfants, 2 garçons et également mamange d'une petite Angèle qui est décédée in utero. Et donc, j'imagine que ce parcours de mamange, c'est quelque chose qui t'a touché, c'est quelque chose qui t'a façonné aussi. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ce parcours? C'est arrivé à une période de ma vie pendant laquelle j'étais en burn-out. Donc c'était très compliqué pour moi, le burn-out déjà, parce que ça baisse vraiment l'estime qu'on a de soi. Il y a eu beaucoup de culpabilité parce que pendant tout ce gros mal-être, en fait, j'ai eu des idées qui n'étaient pas très saines, on va dire ça comme ça. Tu parles finalement d'idées noires. D'idées noires, tout à fait. Alors que c'était vraiment lié au travail parce que au niveau personnel, en fait, j'ai un conjoint qui est très soutenant et très aidant, des enfants en bonne santé. Et j'avais vraiment une vie équilibrée. Et donc, en fait, c'est très perturbant quand, au niveau psychique, tu en arrives à avoir ce genre d'idées, alors que quand tu analyses la situation, tu te dis, mais pourquoi en fait, enfin, j'ai tout pour être heureuse et pourquoi j'en arrive à ce stade-là? Vraiment une différence entre finalement ce que tu peux percevoir de la réalité et toi ce que tu ressens. Exactement, exactement. Et alors ce burn-out, il a été très difficile, mais il m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et pour m'en sortir, enfin, c'est même pas pour m'en sortir, mais est arrivée du coup Angèle. Enfin, en tout cas, une grossesse. C'était une grossesse choisie, désirée, ou c'était la vie qui s'est offerte? Alors, j'ai un premier garçon d'une première union que j'ai eu jeune. Et puis, 13 ans plus tard, j'ai eu un deuxième garçon qui aujourd'hui a 12 ans. Et si tu veux, donc il y avait déjà un grand écart d'âge entre les deux. Et puis, moi, très vite, j'ai voulu avoir un troisième enfant pour moi, un deuxième pour mon conjoint. Donc très très vite, j'ai cherché à en avoir un autre, qui n'est pas arrivé en fait. J'ai donc repris le travail que j'adorais. Hein. J'étais formatrice pour adultes en relation client et c'est vraiment un travail qui m'animait. Sauf que au fur et à mesure des années, la direction a changé, la politique a changé et les conditions de travail ont changé. Et bref, ils ont profité de cette grossesse-là et puis de mon retour pour changer beaucoup de conditions. Mais c'était voulu, hein. L'idée c'était que je prenne la porte par n'importe quel moyen. Et là, pour le coup, ça a été... Tu leur as ouvert encore plus la porte. Voilà. Mais j'étais acharnée, tu vois. Enfin, je suis quelqu'un de très fidèle. Et je subissais, en fait. Je subissais cette pression, je subissais clairement, ça a fini en harcèlement. Hein. Voilà, et surtout, je ne m'écoutais pas. Je n'écoutais pas mon corps. Voilà. Tu étais là dans la force des habitudes aussi. Exactement, voilà. Mais vraiment, c'était vraiment ça, quoi. Donc j'ai eu des signes corporels que j'ai pas écoutés, jusqu'à ce que j'aille voir le médecin, que je lui déballe tout et qu'en fait je réalise, j'étais dans un gros déni, que je réalise que j'étais du coup en burn-out. S'en est suivi les arrêts, j'ai commencé la psychothérapie et si tu veux à ce moment-là,
j'avais plus du tout l'idée de retomber enceinte en fait. C'était pas du tout le sujet. J'étais vraiment dans un mal-être qui fait que voilà, c'était pas. J'y pensais pas. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Donc là, très grosse joie pour moi, pour nous d'ailleurs. Sauf que dès les premiers examens, j'ai su que ça se passerait pas bien. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre ça? Alors, c'était déjà pour moi ma 3e grossesse. Et donc, à l'échographie, les gynécologues, c'est un peu comme d'habitude. Ah, regardez sa petite main, regardez. Y arriver à la clarté nucale, donc c'est ce qu'on a là derrière. Et le gynécologue s'est arrêté de parler et elle a pris des clichés. Clic, 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 clic. Je l'ai vu prendre des mesures. En plus, elle avait sa machine pour faire l'échographie que moi je ne voyais pas, mais c'était retransmis sur une télé, un grand écran. Et donc je voyais, et puis je lui dis c'est la clarté nucale là qu'on voit. 3e grossesse. 3e grossesse. Et en même temps, c'est un. Je veux dire, c'est un métier quoi. Ah oui, parce que, parce que des fois, regardez, c'est la vessie. Ok. Donc elle me dit oui, oui. Et je lui dis mais elle est pas un peu épaisse là? Et de là, elle me dit je prends les clichés et je vous laisse vous rhabiller et on en parle après. Je dis ok. Elle fait ses clichés, tout ça, je me rhabille et donc elle m'annonce effectivement que la clarté nucale est un peu épaisse, mais que ça veut rien dire, qu'il faut faire des examens complémentaires, etc. S'en est suivi une amniosynthèse qui n'a rien révélé de bon non plus. Et puis d'autres examens parce que pour le coup j'ai été pas mal surveillée. Et à chaque fois ça se passait de la même manière, c'est-à-dire que j'ai changé de gynécologue plusieurs fois puisqu'elle m'a réorientée vers d'autres spécialistes mais sans jamais me dire ce qu'il y avait vraiment. Ça a manqué de franchise un petit peu. T'étais pas au clair non, mais complètement ce qui se passait. Complètement. Et puis, il faut savoir, parce que là, je te dis que c'est ma fille, notre fille, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, je ne voulais pas savoir le sexe. C'était ma 3e grossesse. J'étais hyper contente. C'était un cadeau, tu vois. Et on avait décidé en commun que voilà, on saurait le sexe qu'à l'accouchement. Et puis, et donc, ouais, dans ce manque de franchise, tu vois, ça a été je vous envoie à sur tel pôle, tu vois, de santé parce qu'ils ont des machines un petit peu plus performantes ou ça, c'est un expert de tel truc, tu vois, sans jamais vraiment me dire. Et puis, le temps a passé. Je suis quand même arrivée à 6 mois de grossesse. Moi, je sentais du coup mon bébé bouger. Tu vois, il y avait pas mal de choses qui se mettaient en place. Comment tu arrivais à t'investir dans ta grossesse en sachant finalement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais sans trop savoir? Il y avait beaucoup de peur. En fait. Alors, il faut savoir que du coup, on n'a rien acheté du tout. Tu vois, donc l'investissement perso, il était moindre en fait, minime, tu vois. Et puis en plus, comme on ne voulait pas savoir le sexe, on n'avait pas forcément commencé à investir dans les vêtements. Et puis tu vois, il y a eu des clichés. Et à un moment donné, je me dis, c'est bizarre, on dirait qu'elle a 6 doigts. Et puis, j'étais avec une copine qui me dit, mais non, regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Et je dis, ah ouais, peut-être. Bref, du coup, il y a eu l'amniosynthèse. On a fait aussi, on a été orienté vers un généticien. On a fait un karyotype tous les deux pour savoir si c'était génétique, etc. Et puis, donc on nous a dit, aussi bien pour mon conjoint, parce que mon conjoint du coup est rentré dans ce parcours d'examen, de prise de sang, ouais, tout à fait, mais il y est passé aussi, quoi, sur les examens et tout ça. En plus d'être inclus lors des rendez-vous.
Tu vois, il a toujours été présent, toujours été soutenant. Mais là, pour le coup, c'est lui aussi qui a donné de son sang tu vois, pour des analyses. Et donc, on nous dit, bah, tout va bien, tu vois, dans les gènes et tout ça. Puis, alors, je ne saurais plus te dire parce que, honnêtement, il y a plein de parties qui sont devenues floues avec le temps. Mais est venue l'annonce de la maladie de notre fille qui avait une trisomie 13. La trisomie 13, c'est tout simple, c'est qu'il y a un 3e chromosome sur le chromosome 13. Et c'est une des pires formes de trisomie, c'est-à-dire que dès lors que le diagnostic est tombé, presque, déjà dans tout le parcours, j'étais plus forcément maître de mon corps, tu vois. C'est-à-dire qu'on me disait tel jour, telle heure, vous allez là-bas. Ils ne voulaient pas savoir si je travaillais pas, si je pouvais me libérer, etc. Là, le verdict est tombé, donc on dit toujours qu'on ne veut pas savoir le sexe. On nous dit, vous êtes sûr parce qu'il y a plein de choses qui peuvent changer dans votre parcours. Bref, ils ont respecté, ils ont mis l'annonce sur le papier. En fait, sur le papier où c'était vraiment marqué trisomie 13, il y avait aussi le sexe de l'enfant qu'ils ont plié, qu'ils ont cacheté dans une enveloppe et qui nous ont posé, et c'était libre à nous de voir. Et comment tu te sens, toi, à cette annonce de cette trisomie? Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Tu avais enfin une réponse. J'avais enfin une réponse. Ouais, parce que malgré tout, sur cette grossesse-là, en fait, elle me rendait malade, à la différence des autres, tu vois. Ton corps parlait aussi. Exactement. Sauf que pour le coup, j'écoutais mon corps. Tu avais aussi cette expérience du burn-out qui t'a permis d'écouter. Exactement. Attentive. Exactement. Donc je dirais que c'est cette grossesse qui m'a permis de sortir du burn-out, tu vois. De reprendre contact avec toi. Exactement. Et puis bah, bim, quoi, tu vois, le verdict tombe. Et là, c'est le gros coup de massue. Parce qu'à côté de ça, alors il faut savoir que du coup, j'avais prévenu le minimum de personnes. C'est-à-dire que je crois que mes beaux-parents m'ont su, je saurais même plus dire, soit la veille de l'interruption médicale de grossesse, soit la semaine avant. Et pour mon père, c'était pareil. Ma grande sœur, elle l'a su dès le départ, parce qu'elle a vu les signes, parce qu'à l'époque, on s'était rapprochés puisque j'étais en burn-out. Et il faut savoir qu'elle a 5 enfants. Et sur son dernier enfant, il s'était passé un peu la même chose, dans le sens où la clarté nucale était un peu épaisse, mais tout s'était bien passé. C'était un gros bébé, mais voilà, il a fallu qu'elle accouche un petit peu avant le terme, mais c'est un garçon en bonne santé, quoi. Donc elle essayait de me rassurer là-dessus, en disant mais non, t'inquiète pas, ça va monter, etc. Et bim, ça tombe sur nous, et là, la grosse injustice. Ouais, comment je le ressens? Comme une grosse injustice. Donc la colère, la peur et l'injustice. Ouais. Pourquoi c'est moi? Ouais, c'est ça. Pourquoi moi? Pourquoi nous? On est des parents sains, on aime les enfants, tu vois, on ne fait pas les enfants pour les aides sociales, on fait parce qu'on les aime, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne se drogue pas. On le voulait, on l'attendait depuis longtemps, tu vois, parce que du coup, mon fils avait 1 an et demi. Tout en sachant que avant d'avoir mon fils, il s'est passé du temps aussi, tu vois, peut-être bien 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir Nathan. C'est pour ça que très vite, je me suis dit, moi, je ne veux pas attendre qu'il rentre en maternelle, je veux enchaîner. Puis quitte à être dans les couches et tout ça, j'enchaîne. Et donc, elle est arrivée au bout de peut-être 1 an. Ouais. Et comment cette prise de décision? Comment cette... excuse-moi. Ah ouais. Mais comment cette prise de décision pour l'interruption médicale de grossesse, je ne l'ai pas prise. Ouais. Quand je te disais que j'étais pas maître de mon corps, c'est que dès que l'annonce est tombée, limite, mais vraiment, Héloïse, c'était ça, limite le lendemain, il fallait que je passe sur la table pour accoucher. Et redis-moi, c'était enceinte de combien? 6 mois. 6 mois de grossesse. Et de là, c'est moi qui ai freiné le truc en disant stop.
saurais plus te dire les dates exactes, mais je crois que l'annonce est tombée un jeudi, un mercredi ou un jeudi, et il fallait que le vendredi, je rentre à la clinique pour accoucher ouais, le dimanche, je crois. Et sauf que moi, bah, j'étais maman d'un petit Nathan qui avait 1 an et demi, non, 2 ans déjà. Il avait 2 ans. Et que bah, il fallait que je m'organise. Alors déjà qu'il fallait que j'avale la pilule. Enfin, digérer un peu digérer l'info, ouais. Tu vois. Et puis que je m'organise. Et j'ai eu besoin de ce temps en famille avant d'accoucher, en fait, tu vois. Donc ça veut dire que si tu n'avais pas réussi à mieux t'écouter et finalement à t'affirmer à ce moment-là, on t'aurait même pas demandé ton avis et tu serais partie directement. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est moi, à un moment donné, j'ai dit à la gynéco, justement, mais vous m'avez fait galérer. Jusque-là, j'ai fait je ne sais combien d'examens, je suis allée partout, vous m'avez fait attendre. Et là, maintenant qu'il y a le verdict, il faudrait que je passe sur la table demain. Et elle me dit, mais oui, mais Madame Pereira, plus on attend et plus il y a un risque qu'elle naisse viable. Et là, c'est plus la même procédure, c'est un meurtre. Et vas-y, prends-toi. Franchement, tu vois, quand j'entends parler de violence obstétricale, de manque de considération de certains médecins et tout ça, j'étais vraiment dedans. Tu en avais conscience à ce moment-là que c'était quand même une sacrée violence qu'on vient de te dire? Non, j'en avais pas conscience. Non, mais ça fait mal. Ça fait très très mal. On nous impose d'aller voir une psy qu'on a vue. On a dû rester peut-être 1 heure et demie avec elle et en fait, ça a juste été une horreur. Alors, je ne critique pas les psys. Tout le monde est différent et aujourd'hui, je suis sophrologue et hypnothérapeute et je le dis à mes clients, il faut que la relation passe entre les deux. Et c'est pas parce que moi, je ne conviendrai pas à une personne qu'il ne pourra pas trouver dans mes collègues quelqu'un qui lui conviendra. En tout cas, le lien avec la psychologue, c'est pas fait. Ah bah là, il s'est pas fait du tout. Ah non, mais à tel point qu'on a eu... mon conjoint, s'il était là, il te le dirait. Lui, il est ressorti très, très en colère de cet entretien-là. Parce qu'en fait, on n'avait pas dit à notre fils, à Nathan, qu'il allait devenir frère. Il avait 2 ans, il était tout petit. Je lui avais pas dit que j'avais un bébé dans le ventre, etc. Et donc, elle nous a accusés de faire des secrets de famille, elle a été très, très jugeante. En fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était la seule chose qu'il fallait vous dire. Oh c'est vrai que c'était vachement à propos. Voilà. Donc voilà. Donc le lundi, donc quand je te disais qu'il fallait que j'avale la pilule, c'était dans les deux sens. En fait, c'est qu'il y a eu une première fois où il faut digérer l'information, mais il a fallu aussi que je prenne un cachet pour être sûre que pendant l'accouchement, mon enfant naîtrait morte-née. Et ça, c'est dur aussi. Alors par contre, pour le coup, l'équipe soignante, elle a été d'une patience, parce que c'est pas facile d'avaler ce cachet. C'est difficile. Et ça implique tellement de choses, tu vois, tu sais que ça va devenir concret et t'es obligé de passer par là, en fait, t'as pas le choix. Parce qu'ils m'ont bien expliqué que c'était une forme très grave et que probablement, soit elle ne résisterait pas, enfin, elle survivrait pas à l'accouchement, soit elle ne dépasserait pas l'âge de quelques mois et au maxi, elle atteindrait pas l'âge d'1 an. Et ça serait une vie, tu vois, d'hospitalisation, elle marcherait jamais, etc. Et elle avait bien 6 doigts à chaque main. Elle avait une malformation cardiaque. Et d'autres désagréments, en fait. D'autres malformations.
Qui fait que de toute façon... Vous avez fait le choix en sachant de toute façon que cet enfant ne pourrait pas vivre en de bonnes conditions, même si elle aurait été aimée, ça je n'en doute pas, mais est-ce qu'elle en aurait été même consciente? Finalement, c'était difficile de savoir. Ouais, c'est ça. Et honnêtement, si j'avais pas eu Nathan, je pense que je l'aurais tenté. Tu vois, je l'aurais accompagné le plus longtemps possible, tu vois. Mais on avait Nathan, qui lui était en bonne santé, qui avait 2 ans, et en fait, qui était tout petit, tu vois. Et je voulais pas de ça pour lui, en fait. Vous avez pensé à lui. Ouais. Je voulais pas qu'il y ait une vie d'hôpital, tu vois, des allers-retours, mine de rien, c'est des choses qui, en tant que parent, qui meurtrissent en fait ton cœur, tu vois. Enfin, et donc on aurait été malheureux, enfin, tu vois. Donc voilà, donc très vite, mon mental a pris le dessus en disant, bon, quelque part, on a cette chance d'avoir ce genre d'examen, d'avoir su, et d'avoir pu, entre guillemets, prendre la décision, même si dans les faits, tu ne la prends pas. On te pousse vraiment vers ce sens-là, et ce que je comprends et ce que j'entends, en fait. Mais quelque part, tu as l'impression d'avoir un peu le choix, quoi. Et d'un autre côté, j'ai été soulagée parce qu'à un moment donné, c'est vrai que je me suis posé la question en me disant, les médecins ne trouvent rien. Plus ça va, plus j'avance dans la grossesse. Et imagine, il n'y a pas de malformation, enfin si, on savait déjà pour la malformation cardiaque, mais imagine, c'est plus psychologique, en fait. Si c'est plus mental, une fois que l'enfant est là, tu vois, on n'a pas ce choix. Et on aurait assumé tout pareil, mais ça aurait encore une fois été vraiment différent et vraiment impactant pour ça aurait changé autre chose, ça aurait changé votre vie de famille, l'organisation, tout. Donc ouais, très vite le mental a pris le dessus en disant, bon, dans notre malheur, on a de la chance d'avoir ce genre d'examen, de savoir. Il faut savoir que le généticien nous a dit aussi, c'est la faute à pas de chance, il n'y a rien dans vos gènes, c'est un cas sur 10 000, pas de chance. Voilà, c'est tombé sur vous, c'est comme ça. Ça n'empêchera pas que derrière, vous puissiez à nouveau retomber enceinte. Laissez juste passer 6 mois, tu vois, le temps que l'utérus se remette. Et puis vous pourrez sans aucun problème avoir une autre grossesse. En revanche, vous serez surveillé. Parce que vu ce qui vous est arrivé, voilà, vous serez surveillé. Donc bon, ça aide aussi. Donc finalement, le suivi de la grossesse a été très chaotique. Tu n'as pas forcément été bien entendu, bien prise en charge dans ta globalité. Mais tu évoques finalement que ce moment de l'accouchement, lui, a été fait par une équipe, finalement, où tu as pu être bien. C'est ça. Juste avant, au moment, dès lors qu'il faut prendre le cachet, qui va aider à faire que l'enfant ne va pas supporter les contractions. Cette équipe-là, elle a été adorable. Et toute la partie... alors, accouchement, c'était du coup ma gynéco qui était là. Et là, c'était dur, parce que c'était pas le même accouchement que mes 2 autres garçons. Là, on m'a mis un champ, tu vois, pour pas que je puisse voir le monitoring, l'échographie. En revanche, ça c'est vrai, niveau soulagement, j'ai eu la péridurale, tu vois, je pouvais doser moi-même. C'était la première fois que j'avais ça en accouchement. Je pouvais doser moi-même avec la seringue. Tout a été fait pour pas que je souffre, mais vraiment. Et puis, ça a été le plus bel accouchement. Pareil, parce que j'ai poussé 1 ou 2 fois et puis l'enfant est sorti, mais vraiment facilement, en fait, tu vois. Et à un moment donné, en fait, c'est moi qui ai demandé à avoir le monitoring et puis les images, en fait. Donc, ils se sont regardés, tu vois, mais là encore, tu vois, ils se sont regardés, qu'est-ce qu'on fait? On lui montre pas. Là encore, on a eu du mal à t'entendre, finalement. C'est ça, exactement. Donc, ils ont fini par me montrer, j'ai vu que son cœur battait plus. Bon, voilà, c'était comme ça. Après, j'avais tout ce qu'il fallait pour me soulager, si tu veux. Je pleurais pas. Pendant l'accouchement, j'étais
mes émotions étaient inhibées. Ils m'ont donné des anxiolytiques, tu vois, ils ont fait le nécessaire pour que... Tu as été déconnectée quand même. Voilà, pour que je sois déconnectée, exactement. Et est-ce que tu as demandé à voir ta fille? Est-ce que ça a été quelque chose que tu as envisagé, que tu as fait? Ouais. Je savais dès le départ que je voudrais la voir, ça on m'avait dit que c'était une possibilité. Mon conjoint ne voulait pas. Il n'avait pas le même lien avec elle. Pour lui, tant qu'il ne la voyait pas, tu sais, c'était pas concret en fait, tu vois. Sauf que moi, je l'ai ressenti dans mon corps. Je bougeais. Ouais, elle bougeait. On avait un lien, on avait un lien particulier, quoi. Donc oui, j'ai pu la voir. Et mon conjoint a changé d'avis. C'est-à-dire que chez le généticien, on a fini par changer d'avis. C'est-à-dire qu'on a fini par vouloir savoir le sexe, la mettre sur le livret de famille. Tu vois, il y avait ça aussi qui pouvait être impacté si on ne voulait pas savoir le sexe. On n'aurait pas pu le mettre sur le livret de famille. Donc voilà, donc on a changé d'avis là-dessus. Mon conjoint, lui, a changé d'avis aussi sur le fait de l'avoir. Donc on a pu effectivement la tenir dans nos bras. On lui a acheté des vêtements, tu vois, elle était toute petite, mais vraiment microscopique, quoi, comme une poupée. Tu vois, donc il nous avait dit à peu près quelle taille elle mesurait, et donc on est allé en magasin de jouets pour trouver une petite poupée à peu près de sa taille, pour prendre les vêtements et puis pouvoir l'habiller. Donc ils nous l'ont présenté habillée. Bah, on avait acheté un doudou, elle était aussi grande que le doudou, quoi. Est-ce que tu as pu te reconnecter à toi lors de cette rencontre? Là encore, je suis pas sûre. Ouais. J'étais plus affirmée, tu vois, dans mes choix, dans ce que je voulais et ce que je voulais pas. À côté, tu vois, par exemple, on n'a pas pu assumer la sépulture. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup. Ouais. Parce que ça coûte tellement cher, en fait, pour une taille, mais tellement dérisoire, quoi. Et financièrement, on ne pouvait pas. Et ça, c'était dur, très très dur. Donc, est-ce que j'ai été reconnectée? Pas tout de suite, je pense. Et j'ai été dans un gros déni, mais pendant très très longtemps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis réfugiée dans le boulot. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle, devine dans quoi, auprès de la petite enfance. Et là, je me suis plongée dans le boulot. Et ce qui m'a fait dire que j'avais pas accepté, que j'étais dans un gros déni, c'est que à chaque date d'anniversaire de sa mort, je tombais dans une espèce de dépression, tu vois. Au début, je m'en rendais pas compte, tu vois. C'est arrivé juste après Noël, donc tu vois, il y avait les fêtes de Noël, tout ça. Tu passes en famille, on a nos enfants qui sont en bonne santé, tu vois, donc on profite de tous ces moments-là. Et puis je reprends le boulot, voilà, il se passe une semaine, 10 jours, et puis là, dans mon corps, tu vois, je ressens une grosse tristesse. Mais je ne le réalise pas tout de suite, tu vois. Grosse baisse d'énergie, tout m'énerve, rien ne va, et je comprends pas pourquoi je suis comme ça, tu vois. Tu fais pas le lien. Je fais pas le lien. Je comprends pas pourquoi je suis comme ça, et puis arrive le moment de la date. Donc, et là, je réalise. Et là, je dis, bah oui. Bon, bah, tu vois. Et il s'est passé 3 ou 4 ans comme ça, avant que je fasse le lien et je me dise, bon, c'est bon, je sais, c'est la période, tu vois. C'est la période de son décès. Je sais que je vais passer une phase compliquée. Je préviens mon entourage. Et puis, on y va ensemble. Et puis, on y va bien. Et c'est aussi une hypnothérapeute qui m'a dit, mais en fait, tu n'as pas fait ton deuil. Et je lui dis, ah bon? Elle me dit, mais c'est normal d'être triste et d'avoir de la nostalgie. Ce qui n'est pas normal, c'est de tomber dans une dépression, en fait, à chaque fois, tu vois. Tu devrais pouvoir en parler et puis ne pas revivre ces émotions, en fait. Mais vraiment, j'étais... Tu revivais finalement, à chaque fois tu te remettais à cet endroit-là. Exactement. Alors ce que je te propose, c'est qu'on évoque ensuite le chemin qui va te permettre finalement
vient à ce moment-là où tu prends conscience que ce deuil n'est pas fait, que tu n'as pas réussi finalement à prendre contact avec toi-même, voilà, à passer, c'est un peu dur de dire de passer à autre chose parce que ça fait partie de ta vie, mais de pouvoir continuer et de pouvoir en faire quelque chose finalement pour toi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attends, c'est pas fini. Dans l'histoire, en fait, il faut savoir qu'effectivement, je suis bien retombée enceinte après elle. Et j'ai fait une fausse couche au bout de 3 mois. Et là, c'est dur. Voilà. Là, je me suis dit, rien n'arrive sans raison. C'est que ça doit être comme ça. Et donc, il faut que je passe, tu vois, à autre chose. Ça a été une remise en cause de ton projet. Ouais, ça a été une remise en cause de mon projet. C'est clairement le travail qui m'a aidée à surmonter ça. Puisque du coup, comme je travaillais avec les enfants, j'avais quand même ce côté-là, tu vois, de travailler avec des... Moi, je dis que ce sont des petits êtres vrais, tu vois, ils font pas semblant. Quand ils sont tristes, ils sont tristes. Quand ils sont en colère, ils sont en colère. Tout ça, ça m'a beaucoup aidée. Ça t'a remis aussi peut-être face à toi, à tes propres émotions? Oui, ouais, ça, clairement. Néanmoins, c'est une période, après tout ça, en fait, je me suis mise à avoir des problèmes gynécologiques, dans le sens où j'avais des règles hémorragiques. Et plus les années ont passé, je pensais pas que c'était pas normal. Alors, c'est vrai qu'avant tout ça, j'avais des règles classiques. J'ai toujours eu la présence de syndrome prémenstruel, tu vois, assez gonflé, douloureux. Je souffrais beaucoup pendant les règles, mais je pensais que c'était normal. Le fait de me plonger comme ça dans le boulot de façon très intensive faisait que j'avais très peu de temps pour m'occuper de moi. En fait, je me suis consacrée aux autres, comme j'avais toujours fait d'ailleurs. Je ne savais toujours pas prendre soin de moi. Sauf que pareil, les années ont passé et au bout de 7 ans, en fait, plus ça allait, plus ça se dégradait. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, j'en étais arrivée à avoir des saignements pratiquement en permanence. J'étais tranquille qu'une semaine dans le mois. Et donc, bien entendu, j'ai fini anémiée en fait. Donc, j'ai l'impression que ton corps, il t'a beaucoup parlé. Ah oui. Et que t'as pas beaucoup écouté. Ah oui. Ah oui, non, mais clairement, c'est quand ça. Même, hein. Ouais. Non, clairement, c'est ça. Et puis, j'étais vraiment dans ce don de soi. Tu vois, j'étais vraiment dans ce sacrifice, en fait, de m'occuper des besoins de tout le monde. Est-ce que c'était un don ou est-ce que c'était l'oubli de soi aussi? Ouais, c'était du sacrifice, en fait. Enfin... Ouais, les autres comptaient plus que moi. Voilà. Bref, l'anémie, tout ce qui va avec les maux de tête, les vertiges, le fait de prendre du poids alors que tu manges presque plus, les fringales, parce que quand tu perds beaucoup de sang, à un moment donné tu cherches l'énergie directe. Et donc voilà, donc j'ai fait pas mal de choses. Et puis je suis retournée voir les gynécos. J'ai eu un stérilet en cuivre. Au bout des 5 ans, j'ai dit bon bah c'est bon, je veux l'enlever, etc. Là, on me dit oh mais prenez un stérilet hormonal. Et je lui dis oh, déjà que moi sans hormones, le poids c'est compliqué. Alors avec des hormones, non, je me sens pas. Mais si, on a de super bons retours. Allez-y, vous allez voir. Donc elle m'a fait l'ordonnance pour que j'aille chercher à la pharmacie. Et là encore, tu vois, je m'en veux, avec le recul, je m'en veux, mais voilà, c'était le corps médical, ils avaient plus raison que moi, enfin bref. Donc je suis allée chercher ce stérilet qu'elle m'a posé, et puis ça a été catastrophique. Bien sûr, ils te disent tout le temps, il faut attendre au minimum 3 mois, etc. De là, au bout des 3 mois, j'ai cherché à le faire enlever. On m'a charcuté pendant une demi-heure pour me faire une échographie et dire ah bah oui, finalement, au lieu d'être à la verticale, il était à l'horizontale et planté dans un muscle. Donc là, il fallait repasser par une chirurgie. Donc j'ai revu un autre gynéco qui a essayé au début de me l'enlever et puis qui a dit ah bah non, bon bah faut vraiment passer par l'opération.
Histoire de bien te faire souffrir une deuxième fois. Voilà. Là, on trouve encore on trouve que j'ai des fibromes. Et donc là, je dis, vous profitez de l'opération pour m'enlever les fibromes. En fait. Ah non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Et puis, je me mets à fondre en larmes dans le cabinet du gynéco. Et je lui dis, mais j'en peux plus. En fait, faites quelque chose, j'en peux plus. Donc, il finit par me dire, bon, je vous promets rien, mais je vais regarder ce que je peux faire. Voilà, il m'a fait l'opération pour enlever le stérilet et puis il m'a dit bon, j'ai regardé, c'est très très près de la paroi de l'utérus, etc. Ça va être compliqué. Au mieux, je peux le tailler. Ok, donc rebelote, deuxième opération avec anesthésie générale. Il me taille le fibrome et puis il n'y a pas vraiment d'amélioration au niveau des saignements. Donc je sais que je veux plus de stérilet. Et rebelote, on me dit pilule. Pilule, vous allez voir, c'est la solution qu'il vous faut. Ça va couper vos règles. Vous allez retrouver le taux de fer, l'énergie et tout ça. Sauf que la pilule, elle a fait tout le contraire. Rebelote, des saignements, etc. Jusqu'à un moment donné où j'ai dit stop. Stop, je veux plus rien. Et j'ai dit à mon conjoint, écoute, tu te débrouilles comme tu veux. En fait, moi, je suis fertile que 4 jours dans le mois. Toi, ta place. toi, c'est à chaque coup, hein, presque. Bref. Tu te débrouilles comme tu veux, mais je veux plus d'enfants et je veux plus de tout ça. Entre-temps, j'ai changé de médecin traitant parce que j'avais des maux de tête, en fait, très, très violents qui me réveillaient la nuit. En fait, je supportais plus le bruit, le brouhaha. Et du coup, c'est compliqué quand tu travailles avec des enfants. Dès lors qu'il y avait trop d'agitation dans mon champ de vision, tu vois, ça me perturbait. Donc je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai changé de gynéco, qui m'a découvert de l'adénomiose. C'est étonnant. Voilà. Mais j'en étais arrivée. Les fibromes à côté de la paroi de l'utérus, c'est quand même énorme. Voilà. Ça n'a pas été abordé Mais auparavant. Avec tous les symptômes que tu avais. C'est ça. Mais j'en étais à des douleurs. Mais je pouvais aller dans un magasin et me retrouver d'un coup à 4 pattes dans le magasin, tellement je souffrais. Tu vois, pour me recroqueviller, je prenais 2. Alors, après, tu sais, quand t'as mal, t'as tendance à bloquer ta respiration, tu vois, et à te concentrer. Et après, j'avais trouvé le truc. Au début, je contractais, et puis après, je me dis non, respire profondément et ça va aider. Et tu vois, donc j'ai commencé à respirer profondément. Hop, ma famille était au courant après. Tu vois, bon, alors mon fils, il a toujours tendance. Ça va, maman, ça va, mais la douleur est tellement intense et je suis déjà tellement en train d'essayer de me gérer moi et de gérer cette douleur que physiquement, je peux même plus parler en fait. Et j'ai mon conjoint qui est là, qui me caresse le dos, qui me protège, tu vois, qui se met devant pour pas que les gens me voient, qui fait barrage en fait. Et puis hop, qui me laisse gérer. Et il sait quand ça va mieux, il dit ça va mieux ma chérie, c'est en train de passer. Et je fais comme ça. Je respire et hop, j'arrive à me relever. Donc voilà, donc ce gynéco me découvre de l'adénomiose, il me refait tester une autre pilule. J'en ai testé ouais. Autant j'ai été beaucoup dans une errance médicale, après j'ai été dans beaucoup de tests. J'avais beau dire que je voulais pas d'hormones et tout ça, mais voilà, j'étais pas écoutée. Jusqu'à qui m'a fait faire du coup une ménopause artificielle. Là, j'ai eu un petit aperçu des bouffées de chaleur, c'est promené avec l'éventail, tout ça. Et ça n'avait rien arrangé. Donc, il a fini par me dire vous voulez des enfants, vous en avez combien déjà? Et vous en voulez encore? Puis moi, plus ça allait, plus j'avançais dans l'âge. Et je lui dis non. Et donc, il me dit bon, bah, la solution, ça va être l'hystérectomie. C'est pas forcément celle que vous allez vouloir, mais c'est celle qui va vous aider. Donc l'ablation de l'utérus. Donc l'ablation de l'utérus, oui, tout à fait. De la gros coup dur. Ça conscientise encore plus le fait de ne plus avoir d'enfant. C'est ça. Donc on en parle avec mon conjoint qui est hyper respectueux et qui me dit c'est ton corps. Il faut savoir que il m'a toujours dit, moi j'ai grandi avec des frères, j'aimerais que Nathan il ait des frères ou des sœurs d'âge plutôt rapproché. Parce que du coup, avec mon grand, ils ont 13 ans. Si tu veux, il n'y a pas le même lien que quand tu as 3, 4, 5 ans d'écart. Et à côté de ça, il m'a dit, c'est ton corps. Franchement, je t'aime. C'est toi qui décides, je ne peux pas prendre la décision pour toi.
Il a été accompagnant, Ouais, portant, c'est ça. Et à sa place finalement. C'est ça. Et il t'a laissé ta place. Ouais, il m'a dit quoi que tu décides, je te suis. Et tu vois, toujours dans ce don de soi, j'en étais à lui dire, ça a ouvert beaucoup de discussions et je lui ai dit, mais moi en fait, mon corps, il pleure des torrents de sang, tu vois, depuis le départ d'Angel en fait. Et il me dit, est-ce que tu veux qu'on en refasse, tu vois, on s'est même reposé la question. Et je me suis posé la question, et là, bizarrement, dans ma tête, c'est comme si j'avais entendu un stop, tu vois, arrête. C'est sorti de toi. Ouais. Et tu l'as entendu. Ouais. Et là, je me suis dit, non, en fait. Non, moi j'ai été maman jeune, tu vois, j'ai tout donné pour mes enfants, j'ai tout donné, j'ai beaucoup donné pour les enfants des autres aussi. Je sais que je suis faite pour être maman. Je sais que j'aurais été faite pour avoir une famille nombreuse. Mais la vie en a décidé autrement. Et là, je me dis, bon, stop, faut que j'arrête mes conneries. Tu vois. Et là, j'ai dit à mon conjoint, bon, allez, on y va pour l'opération. Il faut que je pense à moi maintenant. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un moment charnière. On t'a donné les données qu'on t'avait jamais données. Pour une fois, tu as su ce que tu avais. Tu as pu mettre un mot sur ta maladie, tu as pu comprendre. Et ça t'a permis aussi, avec ton conjoint qui t'a dit, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, tout d'un coup, tu as pu finalement enfin t'écouter et prendre ta décision. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que pour une fois, je te sens bien dans ta décision à ce moment-là. Ça n'empêche pas que c'est une décision qui est dure à prendre. Hein. Ah oui. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, mais c'est ça. Quand tu en parles, j'ai limite les poils parce que on sent que tu t'es affirmée. C'est comme si tu t'étais ancrée en fait à ce moment-là. C'est ça. Mais complètement. Je te dis, cette espèce de stop, tu vois, arrête, c'est ton tour maintenant, tu vois. Et je crois même que c'est comme ça que je l'ai dit à mon conjoint, où je lui ai dit, non, en fait, on a des enfants en bonne santé, on va profiter d'eux. Déjà très vite, hein, après le décès d'Angel, j'ai dit, bon, on a Nathan, il est en bonne santé, c'est pas comme si on n'en avait pas du tout, tu vois. En revanche, il aura de l'amour pour deux, pour trois, pour... il manquera de rien. Alors bien sûr, on n'en fera pas un enfant pour y gâter, mais il sera gâté quand même. Il sera gâté quand même. Il sait ce que c'est l'amour. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai eu cette opération. J'étais convaincue que c'était la bonne décision. Je savais que cette opération allait changer beaucoup de choses pour moi. Que ça allait être une nouvelle vie, un nouveau départ. Et c'est qu'à ce moment-là que je me suis vraiment écoutée et que j'ai vraiment écouté les signaux. Donc le tournant. Le tournant. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors, ça a été encore difficile hein, parce que j'ai eu une grosse chute hormonale après l'opération. Ça a été compliqué. Et en même temps, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Tu vois. Et puis, dans ma tête, il a commencé à y avoir un discours pas terrible où je me suis dit, mais attends, ton conjoint, il te dit qu'il va te soutenir et tout ça, mais il voulait quand même plusieurs enfants, tu vois. Et... Cette ambivalence qui était quand même là. C'est ça. Cette peur aussi. Cette peur, bien sûr, parce que c'est ce que j'ai toujours dit, c'est différent de te dire, je ne veux plus d'enfants et je ne peux plus en avoir. Et ça a été dur, en fait. Pas pour moi, parce que j'étais convaincue que c'était la bonne solution, mais c'est venu mettre un espèce de doute sur la solidité de mon couple, en fait. Et donc, chute hormonale, tout ça, j'ai eu une convalescence qui n'était pas sympa. J'ai développé de l'eczéma, que j'avais jamais fait d'eczéma, bref, plein de choses. Et puis, le médecin traitant a fini par me dire « Madame Pereira, j'ai l'impression quand même que vous faites une dépression. » Et je lui dis « Mais non. » Alors, il faut savoir qu'à la même époque, en fait, j'ai perdu mon oncle. Mon oncle est décédé d'un cancer. Et oui, c'était pas une période heureuse, en fait. Et il faut savoir qu'on m'a retiré l'utérus sur la même période que la date du décès. Enfin, pas la date, mais que le mois du décès d'Angel, en fait, tu vois.
tout ça, ça faisait que... Il y avait des signes, tu vois, mais bon, pas toujours heureux. Bref, effectivement, c'était une période où j'étais pas bien. Sauf que quand elle m'a dit que j'étais en dépression, j'ai pas voulu la croire, en fait. Je lui dis non, non, oui, je suis pas bien, mais je sais pas ce que j'ai, mais non, c'est pas une dépression. Cette opération, finalement, je l'ai choisie. J'ai eu le choix. J'ai eu le choix de continuer de saigner ou de plus saigner. Donc cette opération, je ne l'ai pas subie, je l'ai choisie. Mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Je sais pas. Et c'était effectivement hormonal. Donc elle m'a dit, faites quelque chose parce que je vous revois dans 15 jours et si dans 15 jours vous êtes toujours comme ça, je vous mets des anxiolytiques. Et en fait, moi, anxiolytique, ça me rappelait le burn-out, ça me rappelait tout ce qui s'est passé après avec Angel. J'ai beaucoup culpabilisé. J'ai cru que c'était à cause des anxiolytiques. Même si je les ai arrêtés très très vite après l'annonce de la grossesse, tu vois, j'ai quand même eu cette culpabilité en me disant que c'était de ma faute. Le fait d'avoir pris ce cachet aussi le 26 janvier, fête Saint-Angèle, tu vois, bizarrement, tu vois les signes, et accouché le 28, j'ai beaucoup culpabilisé d'avoir pris ce cachet. Donc quand le médecin traitant me dit faites quelque chose, j'ai contacté une coach de vie, j'ai contacté une sophrologue hypnothérapeute, tu vois, j'ai multiplié en fait... Tout ce qui n'était pas caché. Ouais. C'est ça. Tout ce qui sortait finalement du champ médical pur, qui t'avait pas C'est forcément beaucoup aidé. C'est ça, Tu as exactement. été rechercher finalement de l'aide ailleurs. Exactement. Ouais. Dans autre chose que l'allopathie. Et comment ça a pu t'aider ça? Alors, beaucoup. C'est-à-dire que la coach de vie... Alors, il faut savoir quand même que j'avais fait de la psychothérapie pendant mon burn-out. Hein. J'ai essayé de comprendre beaucoup de mécanismes, beaucoup de choses. J'ai compris d'ailleurs beaucoup de choses. Bien sûr, j'avais vu une psychologue, un psychiatre, parce que c'est des corps de métier qui sont différents et qui sont complémentaires. Donc voilà, j'avais fait un gros travail au niveau du développement personnel déjà, pour comprendre certains mécanismes que j'avais. Mais c'est vraiment après cette opération-là, et du coup la coach de vie que j'ai vue, qui m'a fait réaliser, parce que j'avais une manière de dire, je sais plus comment je disais ça, mais je crois que je disais que j'ai fait partir Angel. Et elle dit, mais pourquoi vous dites que vous avez fait partir votre fille? L'importance du mot. Ouais. Et je lui dis, mais parce que c'est moi qui ai pris ce cachet en fait. Elle dit, et c'est là qu'elle m'a fait réaliser, où elle m'a dit, oui, mais c'est le corps médical qui a décidé que c'est pas vous qui avez voulu le prendre, ce cachet. Il vous l'a été imposé en fait. Et là, j'ai réalisé, je dis, ah mais oui, c'est vrai. Parce que inconsciemment, j'avais tué ma fille en prenant ce cachet-là. Puis on te l'avait plus ou moins insinué aussi. On m'avait dit que si elle naissait vivante, c'était un meurtre. Hein, Le mot y est resté. Bah oui, bien sûr. Donc oui, tu vois, quand la coach a posé des mots, j'ai fini par lui dire, mais c'est moi qui l'ai tué, en fait. C'est moi qui ai pris ce cachet, et personne d'autre, en fait. Donc voilà, elle m'a fait réaliser aussi que le fait que je n'avais pas pu lui faire une petite cérémonie de départ, n'avait pas pu clôturer le chapitre. Et donc là, j'ai dit, mais complètement. Et donc j'ai dit à mon conjoint, écoute, je veux qu'on... J'ai un tatouage, en fait. Après son décès, ça a mûri, et j'ai dit, ok, elle sera toujours là, pas physiquement, mais toujours présente, symboliquement, spirituellement, enfin comme on veut. Et elle sera toujours en moi, parce qu'elle sera tatouée sur ma peau, tu vois. Donc j'ai un tatouage là, où on la voit s'envoler avec un ballon et 13 petites étoiles. Et dans une séance d'hypnose, donc j'ai vu la coach qui m'a dit ce serait bien de faire une petite cérémonie. J'ai vu la sophrologue et l'hypnothérapeute qui m'a refait une séance sur le deuil, etc. Et dans cette séance, je lui dis mais non, mais je veux pas en fait. Je veux pas la laisser partir, je veux pas en fait. Et symboliquement, elle m'a fait attacher à mon poignet un fil doré, tu vois, qui la relie à elle aussi.
Je sais pas, bizarrement, ça m'a certainement fait penser à ce fameux tatouage que j'ai là. Et donc j'ai dit, mais c'est ça. En fait. J'ai dit à mon conjoint, je veux qu'on aille acheter des ballons, du fil doré, et je veux faire un lâcher de ballon pour lui dire au revoir. En fait. Et c'est ce qu'on a fait. T'avais besoin. J'avais Besoin de lui dire au revoir, de la Ouais. laisser partir, parce que c'est aussi symbolique, hein, mais ce lien, il est toujours là. C'est ça. Mais il fallait que peut-être que tu le matérialises. Exactement. Et ça a changé beaucoup de choses. Ça a tout changé. Ouais. Ça a tout changé. La sophrologie et l'hypnose m'ont beaucoup aidé aussi à régler les derniers petits détails, tu vois. Je savais toujours pas dire non aux gens. J'avais encore du mal à faire des choix, etc. Tout ça, après, ça m'a aidé. Et je me souviens que la toute première fois où j'ai vu la sophrologue et l'hypnothérapeute, tu sais, tu as toujours la partie anamnèse où tu récoltes les informations et tout ça. Et puis, j'avais vu tellement de thérapeutes différents que j'étais habituée. Alors, je déballais tout, tu vois, tout du premier coup. Et je lui avais dit, voilà, je viens d'être opérée. Je sais que cette opération, elle va changer ma vie. Je sais que dans quelques temps, je vais aller mieux physiquement et moralement, en fait. Je sais que je vais changer de travail. Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je vais certainement passer par un bilan de compétences. Mais je sais que c'est une page qui se tourne. Et elle me dit, et pourquoi pas sophrologue et hypnothérapeute comme moi? Et là, je n'ai rien dit. Ah, elle m'a pas dit hypnothérapeute. Elle dit, et pourquoi pas sophrologue comme moi? Mais je vous vois trop bien. Et là, je dis, non. Non, je me vois pas. Tu vois, sur le coup, je me voyais pas, mais depuis, j'ai réalisé que faut pas sous-estimer le pouvoir de la petite graine qui est plantée, tu vois. Parce que bizarrement, au fur et à mesure du temps qui est passé, effectivement, ce métier m'appelait beaucoup. Et aujourd'hui, qui es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tout cela t'apporte aujourd'hui? Beaucoup de choses. Je suis complètement différente. À savoir que quand j'ai traversé tout ça, j'étais beaucoup dans le questionnement et de me dire pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi ça nous arrive à nous? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? La punition. Ouais, tu vois, pourquoi le sort s'acharne en fait contre nous? Et puis, le pouvoir de la petite graine, quand j'ai commencé à me renseigner, etc., j'ai commencé par être emballée par le sujet, tu vois. C'est là que j'ai réalisé l'importance d'écouter les signaux avant que la maladie arrive, tu vois, avant que la corde casse. Et donc, je me suis renseignée et puis j'en ai parlé à mon conjoint. Il savait que j'allais me réorienter pour la 3e fois. Il était préparé. Voilà. Il ne savait pas dans quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, quand je lui en parle, il me dit mais c'est quoi ça? Et donc, je lui dis. Et il me dit oh bah, c'est bon, c'est ça que tu vas faire. Il savait que c'était fait pour moi, en fait. Il était convaincu que voilà. Convaincu avant même que toi, tu le sois. Ouais, exactement. Et là, ça a vraiment encore été un projet de couple et de famille, c'est-à-dire que à l'époque, on a cherché à voir déjà si financièrement ça pourrait aller, parce qu'on sait que lors d'une réorientation comme ça, tu perds en salaire en fait, enfin, le temps surtout dans un métier comme le nôtre, le temps de se faire une clientèle, d'avoir du bouche à oreille, etc. Les premiers pas sont compliqués, tu vis pas, clairement, hein, tu vis pas ton activité. Donc voilà, on a regardé comment est-ce que ça pourrait rentrer dans le budget de fonctionnement, etc. Et puis sont venues les questions de où est-ce que tu vas travailler, est-ce que tu trouves un cabinet pluridisciplinaire? Si oui, alors il y a un loyer à payer, il y a des charges, etc. Est-ce qu'on voit comment on fait dans la maison pour réaménager? Et donc, auquel cas, il n'y a pas de loyer, etc. Donc finalement, tout un projet très concret.
Oui. s'est mis en route. Oui. Et c'était un projet de famille. C'est ça. Tout de suite, ça n'a pas été un projet professionnel personnel, oui. mais un projet professionnel familial. Exactement. Exactement, parce que le soutien de tes proches dans une période comme celle-ci, elle est hyper importante. Hyper importante. Et à partir du moment, tu vois, où j'étais convaincue, qu'il m'a donné l'aval, que je suis partie en formation, que les démarches, elles se sont faites, c'est comme si tout était facile en fait. Comme si le chemin s'ouvrait et que, enfin, c'était facile. Tu vois ? C'était ta place. Ouais. C'était fait pour toi. Parce que j'arrêtais pas de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Enfin, ça peut pas être facile, tu vois ? Faut toujours qu'on passe par des chemins un peu compliqués, sauf là. Dès lors que je me suis dit, mais c'est ça en fait que je veux faire. Et l'hypnose m'a énormément aidée. Et je faisais beaucoup d'hypnose avec mon fils en fait. Il y a une thérapeute que j'adore. J'avais acheté ses livres en fait. Elle a fait beaucoup de contes thérapeutiques pour enfants. Ce que j'ai fait avec du coup mon deuxième fils. Parce que j'étais pas dans cette optique-là pour le premier. Et en même temps, j'étais beaucoup plus jeune. Donc j'ai fait beaucoup de ça avec Nathan. Et j'ai vu en fait les effets positifs que ça avait sur lui, la différence en fait de caractère et puis la manière, tu vois, d'avoir confiance en soi, de s'affirmer, tu vois, mes deux fils sont différents en fait. Ma vie n'a pas été la même pour les deux, la maturité n'était pas la même non plus pour les deux, mais j'ai vu quand même la différence. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'avais tous les signes depuis le début, tu vois. Et t'étais pas prête. Ouais. Mais dès lors que la petite graine, tu vois, a germé, tout a été facile. C'est-à-dire qu'on cherchait à comment faire pour développer cette nouvelle activité. Et je vois sur les réseaux sociaux que la sophrologue hypnothérapeute que j'étais allée voir partait, déménageait en Martinique. Et donc, son cabinet se libérait. Et donc, j'ai dit à mon conjoint, oh, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et puis là, regardez, elle m'a dit, ça va pas être possible, chérie. Et puis, elle m'a dit, vous êtes sûre étudiez bien le projet quand même, on sait jamais, etc. Et puis, effectivement, on a étudié un petit peu plus sérieusement le projet. Et elle m'a beaucoup aidée aussi. Elle et son mari m'ont beaucoup aidée. Clairement, ils ont eu un coup de cœur pour nous. Et ça m'a permis de démarrer très rapidement, puisque du coup, pour faire cette nouvelle activité, j'ai donc dû déménager dans la maison et le cabinet de cette sophrologue et hypnothérapeute. Donc j'ai pu démarrer très très vite. En fait. Tout est devenu presque facile. Finalement, tout ce qui était compliqué avant s'est changé en facile le jour où tu as trouvé ta place, où tu t'es écoutée. C'est ça. Et où tu t'es trouvée. Exactement. Et comment tu te sens aujourd'hui ? Épanouie. Ça se le voit. Ça se voit. Mais si, regardez ce beau sourire. Alors, malgré toutes les épreuves, je pense avoir fait le maximum quand même pour toujours garder mon sourire. C'est hyper important. Je trouve qu'on est dans un monde tellement difficile que si déjà tu gardes pas ton sourire, c'est morose en fait, tu vois. Alors nous, on va rester sur ce beau sourire. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Héloïse, merci à toi.